Depuis des millénaires, nous les humains, aimons dessiner les contours et les formes du monde sur des cartes, pour savoir où nous nous trouvons et ce qui nous entoure. Et dans cette quête, il y a une obsession qui a traversé les âges et qui nous résiste toujours aujourd'hui, celle de savoir quelle est la forme de l'univers. Souvent, quand on évoque l'univers, notre esprit se représente presque instinctivement, une sorte d'immense étendue infinie d'espace qui se prolonge dans toutes les directions, sans limite ni courbure, sans fin ni frontières, et dans laquelle il est possible de continuer à filer vers l'infini. Sauf que vous allez voir que c'est en réalité beaucoup plus bizarre, car les formes possibles de l'univers recèlent des curiosités géométriques hallucinantes, et celui-ci pourrait bien être plat, ou courbé et fermé comme une sphère à 4 dimensions, être fini sans bord, ou encore en forme de beignet, voire replié sur lui-même et rempli d'illusions d'optique, qui nous le font apparaître plus grand qu'il n'est en réalité, et beaucoup d'autres choses encore. Mais avant de partir à la découverte des folles géométries possibles du cosmos, laissez-moi remercier le partenaire de cette vidéo, Inconi. Si vous êtes régulièrement noyé sous une cascade de mails et de coups de fil automatiques intrusifs, eh bien grâce à Inconi, cet enfer, c'est fini. Car les services d'Inconi se chargent pour vous de faire disparaître les informations vous concernant, et qui circulent sur le net où elles sont continuellement récoltées et revendues par des courtiers en données. Alors bien sûr, vous pourriez vous-même faire les démarches pour vous désinscrire de toutes les listes de diffusion sur lesquelles vous êtes répertorié. Mais on ne va pas se mentir, c'est un travail de titan absolument chronophage. Et c'est là qu'Inconi intervient, en se chargeant de faire pour vous toutes les démarches fastidieuses nécessaires pour que vos noms, pseudos, emails, numéros de téléphone et autres informations soient supprimés de ces bases de données, pour redonner à votre boîte mail de la légèreté, et ne plus recevoir de messages qui tentent de vous vendre des trucs aussi improbables qu'inutiles. Vous pouvez essayer Inconi en suivant le lien qui s'affiche ici et sous la vidéo. Avec le code balade mentale, vous bénéficiez même d'une réduction de 60% pour tout abonnement d'1 an. Encore un grand merci à eux pour leur soutien à la chaîne. Ceci étant dit, revenons à notre voyage géométrique halluciné en commençant par nous livrer à un petit exercice de pensée. Imaginez que vous possédiez un vaisseau spatial doté d'une technologie futuriste et pouvant se déplacer bien plus rapidement que ne le fait la lumière. Fort de cette machine infernale, vous décidez de partir explorer l'univers en vous élançant toujours tout droit devant vous, sans jamais vous arrêter, bien décidé à atteindre les limites de l'espace qui nous entoure, à vous rendre au bord de l'univers. Votre vaisseau futuriste vous permettant de vous affranchir des limites de vitesse imposées par les lois de la nature, vous sortez rapidement du système solaire, puis de notre galaxie, dépassez notre amas galactique local et les super amas de galaxies voisins en vous éloignant toujours plus rapidement de votre point de départ. Et après des durées de temps folles à voir défiler toujours plus d'univers, vous apercevez devant vous un regroupement de galaxies qui vous semble étrangement familier. Continuant à filer toujours tout droit, vous vous en approchez et constatez alors que vous faites face à notre galaxie, la Voie lactée. Et tandis que vous continuez à progresser en ligne droite, quelques instants plus tard, vous voilà face à notre planète. Vous êtes revenu précisément là d'où vous êtes parti, alors que tout au long de votre voyage, vous n'avez jamais infléchi votre trajectoire, ni fait demi-tour. Ce que cette petite histoire nous dit, c'est que l'univers dans son ensemble peut avoir une géométrie globale radicalement différente de celle qu'il nous semble posséder aux échelles auxquelles nous l'observons, et que la forme de l'univers total peut avoir des conséquences délirantes, comme le fait de revenir à son point de départ après avoir voyagé une petite éternité en ligne droite. Quand on cherche à connaître la forme de l'univers, la première chose à faire est de tenter de mesurer la courbure de l'espace aux très grandes échelles. Car depuis maintenant plus d'un siècle, nous savons grâce aux travaux d'Einstein que la géométrie de l'espace, sa forme, est directement liée à son contenu, à la quantité de masse et d'énergie qui s'y trouve. Car c'est cette densité en matière et en énergie qui dicte la courbure de l'espace. Alors comme ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne laisse que 3 possibilités. Soit la courbure de l'espace est positive, soit elle est négative, soit elle est nulle. Et chacune de ces possibilités a des répercussions absolument vertigineuses. Si l'univers possède une densité de matière-énergie qui dépasse un certain seuil critique,
L'espace doit être aux très grandes échelles, légèrement courbé positivement, tout comme l'est la surface d'une sphère. Dans un tel univers, peu importe la direction dans laquelle vous filez en ligne droite, si vous pouvez voyager plus rapidement que l'univers ne s'étend, vous finissez inévitablement par revenir à votre point de départ. On dit alors que l'univers est fermé, bien qu'il soit dépourvu de tous bords, de frontières physiques impossibles à dépasser. Vous sentez comme moi que ça commence à gratter ? L'idée semble totalement paradoxale à première vue. Pour appréhender pourquoi un tel univers possède un espace de volume fini, tout en étant sans limite, on peut prendre l'analogie avec notre monde, le globe terrestre. Nous évoluons à la surface d'une sphère, dont l'étendue est finie, mais dépourvue de frontières. À la surface de la Terre, vous pouvez avancer en ligne droite indéfiniment, sans jamais rencontrer de bord. Mais vous finirez inévitablement par revenir un jour au point précis d'où vous êtes parti. Deuxième cas de figure, si l'univers possède une densité de matière-énergie inférieure au seuil critique, alors l'espace doit être aux très grandes échelles courbé négativement et posséder une géométrie hyperbolique. Pour tenter de se représenter comment l'espace s'y plie, pensez à la forme de la surface d'une selle. Et dans un tel univers que l'on qualifie d'ouvert, si vous pouvez voyager plus rapidement que l'univers ne s'étend, vous ne revenez jamais à votre point de départ, car aucune boucle ne s'y forme. L'espace y fuit sans cesse, car un univers ouvert est littéralement infini. Enfin, troisième et dernier cas de figure, si la densité de matière-énergie de l'univers est précisément à l'équilibre, alors la courbure de l'espace est nulle. Même aux très grandes échelles, aucune inflexion ne se manifeste à l'horizon, et la géométrie de l'espace est parfaitement plate. Dans un tel univers, deux photons de lumière voyageant l'un à côté de l'autre en ligne droite restent parallèles pour l'éternité. Et là où ça devient fascinant, c'est que la valeur de la courbure de l'espace touche à quelque chose de fondamental. Elle détermine non seulement les trajectoires qu'il est possible de prendre, mais également comment l'univers va évoluer, et nous donne des indices sur le destin du cosmos tout entier, sur la façon dont tout va se terminer. Car chacune des trois possibilités géométriques que nous avons survolées, univers fermé, ouvert ou plat, possède sa propre destinée, et chacune d'entre elles est à sa manière un peu effrayante. Dans le cas d'un univers fermé, le véritable drame n'est pas que toute trajectoire suivie suffisamment longtemps dans une même direction, en se déplaçant plus rapidement que l'univers, ne s'étend, finit par inexorablement se refermer sur elle-même, et qu'après avoir traversé une grande partie du cosmos, tout voyageur cosmique est ramené à son point de départ. Mais qu'un tel univers soit condamné à inévitablement s'effondrer sur lui-même, car le destin associé à cette géométrie est celui d'une gravité qui finit par l'emporter sur l'expansion, qu'elle parvient sur des temps très longs à ralentir puis à arrêter complètement avant de l'inverser et de forcer l'univers en entier à se contracter sur lui-même dans une sorte de Big Bang inversé, un Big Crunch, où toute la matière et l'énergie finit par retourner dans un état compressé. À l'extrême opposé, si nous sommes dans un univers ouvert, c'est-à-dire où la densité de matière et d'énergie est incapable de contrebalancer l'expansion qui l'emporte sur la gravité, alors le destin final du cosmos n'est pas de se refermer sur lui-même en finissant sous la forme d'un fourneau compacté aux températures effarantes, mais celui d'un refroidissement perpétuel, avec un espace-temps s'étirant sans cesse dans toutes les directions. Bref, le destin d'un espace hyperbolique est celui d'une dilution infinie de la matière et de l'énergie, au sein d'un univers toujours plus vaste, sombre, froid, et où règne un silence absolu. Ambiance. Enfin reste la troisième possibilité, celle d'un univers en équilibre subtil entre ces deux extrêmes. Un univers dont la densité de matière-énergie est précisément égale à 1, et où la courbure de l'espace est nulle. Auquel cas le cosmos est incapable de se contracter et de réduire son volume. Le scénario du Big Crunch est alors exclu,
Et l'avenir de ce type d'univers plat dépend du comportement sur des temps très longs et de la nature exacte de la mystérieuse force qui accélère actuellement l'expansion cosmique, l'énergie noire. Mais pour résumer à gros traits, disons qu'ici aussi, l'avenir prend la direction d'un refroidissement et d'une dilution perpétuelle. Alors, quelle est la forme de l'univers et lequel de ces trois scénarios est le bon? Toute la difficulté à répondre à cette question vertigineuse vient du fait que l'univers ne nous donne pas à voir sa forme directement, car nous sommes enfermés dedans. Il n'existe aucun point d'observation éloigné qui nous permettrait de l'embrasser du regard, de le voir en entier depuis l'extérieur. Alors pour être capable de dessiner le véritable visage du cosmos aux très grandes échelles, il nous faut nous appuyer sur les indices que nous fournit la lumière et décrypter comment la propagation de celle-ci a évolué au cours du temps. Car chaque géométrie possible de l'univers affecte différemment la manière dont la lumière y circule. Vous allez voir, c'est fascinant. Prenons un exemple très concret. Aux échelles auxquelles nous sommes, comme dans un univers plat, les lignes parallèles restent parallèles à jamais, sans se rejoindre ou diverger. Et la somme des angles des triangles, ou de trois points reliés si vous préférez, fait toujours 180 degrés. Mais dans un univers où l'espace aux grandes échelles n'est pas plat, tout cela n'est pas vrai. Prenez un ballon et dessinez un triangle dessus. Si vous êtes un enfant, demandez d'abord l'autorisation à vos parents. Si vous êtes un parent, demandez d'abord à votre enfant un ballon. Donc ce que je disais avant d'être interrompu par moi-même, c'est qu'à la surface d'un ballon, comme à la surface de la Terre, la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés. Tout simplement car la surface est courbée. Si maintenant vous tracez un triangle à la surface d'une selle, demandez d'abord l'autorisation à votre cheval, eh bien vous constaterez que la somme de ces angles est cette fois-ci inférieure à 180 degrés. Et ça, c'est absolument génial, car cela veut dire que la courbure de l'espace doit pouvoir être observable aux très grandes échelles de l'univers. Alors cela fait maintenant des décennies que les astronomes sondent ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Ce vestige lumineux datant des premiers instants de l'univers et qui baigne le cosmos tout entier, et dans lequel ils tentent de débusquer des fluctuations attestant de la courbure de l'espace. Et le verdict déroutant est le suivant. Les infimes variations que l'on observe dans le ciel profond nous disent que la lumière qui nous en parvient a voyagé en ligne droite pendant près de 13,8 milliards d'années. Et l'univers semble donc parfaitement plat, et ce avec un degré de précision dans les mesures extraordinaire. Et ça, c'est absolument déconcertant, car cela soulève une interrogation profonde. Pourquoi notre univers possède-t-il une configuration si particulière? Comment expliquer que parmi tous les possibles, il semble contenir la bonne quantité de matière et d'énergie pour que l'espace soit dépourvu de courbure? Est-ce le résultat d'un hasard incroyablement suspect, ou les conséquences de quelque chose de précisément réglé au départ? Cette énigme, qui demeure l'un des plus grands mystères irrésolus de la cosmologie moderne, est connue sous le nom de problème de la platitude, ce qui est un terme poli pour dire que l'on ne sait pas pourquoi l'univers est comme ça. Après, le fait que l'espace soit aux grandes échelles dépourvu de courbure est une bonne nouvelle, si le scénario du Big Crunch vous fait peur, car un univers plat exclut le destin de soufflets cosmiques qui retombent, de gigantesques sphères qui se réduisent entièrement en un point de dimension ridicule. Sauf que, là où ça se complique un peu, c'est que même si l'immense partie de l'univers que l'on est en mesure d'observer nous apparaît si plat qu'il ferait passer une crêpe bretonne pour les Alpes suisses, il n'est pas impossible que sa véritable forme nous soit masquée par ses dimensions hors normes. De la même manière qu'à la surface de l'océan, l'horizon vous semble plat, car l'étendue du paysage que vous pouvez embrasser d'un seul coup d'œil est dérisoire au regard de la taille de l'objet sur lequel vous êtes posé. Ainsi, il est tout à fait possible que notre univers, qui nous apparaît plat à petite échelle, alors par petite échelle on entend sur des distances de plusieurs milliards d'années-lumière, possède en réalité une géométrie globale courbée. Et pour comprendre pourquoi, une petite piqûre de rappel, ok, une grosse seringue, s'impose. Nous ne pouvons actuellement observer que la partie de notre univers dont la lumière a eu le temps de nous parvenir, depuis que l'univers existe et que l'on appelle l'univers observable.
Mais cet univers observable n'est probablement qu'une infime fraction de l'univers total, au-delà de la limite de notre vue actuelle, et qui prend la forme d'une sphère centrée sur la Terre de 46 milliards d'années-lumière de rayon. Il nous est impossible de voir, car la lumière située au-delà de cette limite n'a pas encore eu suffisamment de temps pour nous parvenir depuis que l'univers existe. Si les 46 milliards d'années-lumière de rayon vous semblent absurdes, je vous renvoie vers cette vidéo-là. Et au-delà de cette limite, que l'on appelle l'horizon cosmologique, il existe très probablement encore de l'univers, des milliards de galaxies et de l'espace dans toutes les directions. Nous sommes donc des observateurs limités, tentant de déduire la forme d'un immense puzzle en grande partie inaccessible, et dont nous ne pouvons voir qu'un infime fragment. Ainsi, le fait d'être plat localement ne signifie pas nécessairement être plat globalement. Nous ne pouvons pas être certains que l'univers dans son ensemble possède une géométrie parfaitement plane, car il est possible que l'espace soit doté d'une courbure si ténue qu'elle ne peut être mesurée. Dit autrement, ce gigantesque univers observable, avec ses 93 milliards d'années-lumière de diamètre, pourrait bien être trop grand au regard de la taille de l'univers en entier pour nous permettre d'en mesurer la courbure. Et il est tout à fait possible que l'espace soit en réalité très légèrement incurvé, mais à une échelle trop grande pour que nous puissions le détecter. Et là où les cosmologistes sont très forts, c'est que même si notre univers observable n'est très probablement qu'un fragment de l'univers total, ils sont capables d'estimer la taille minimum que doit avoir l'univers pris en entier pour que sa courbure soit impossible à détecter pour nous. Ainsi, compte tenu de la courbure maximale autorisée par nos mesures, l'univers pris en entier serait au minimum 250 fois plus large que l'univers observable. Mais c'est là l'estimation la plus basse possible, et en donnant à l'espace une courbure dérisoirement ridicule. Celui-ci pourrait tout aussi bien avoir un volume 15 millions de fois supérieur à ce que l'on peut en voir. Bref, nous sommes tels des poissons tentant de deviner la taille et la forme de l'océan, sans pouvoir sortir de leur petit aquarium. Et la seule chose dont nous sommes certains, c'est que si l'espace est courbé, l'univers total doit être extraordinairement vaste pour nous la dissimuler. À moins que l'univers ne possède une topologie qui nous masque sa véritable forme. Et là, on va encore monter d'un cran dans l'étrange. Car si la courbure de l'espace est une propriété de l'univers qu'il est possible de mesurer directement sans en sortir, la topologie, elle, est une propriété globale qui nous renseigne sur la façon dont l'espace se connecte à grande échelle, sans que sa courbure ne soit affectée, et qui ne peut pas être vue directement depuis l'intérieur. Si bien qu'arriver à visualiser les formes dont nous allons parler en 3 dimensions, sans avoir les pouvoirs d'hypothétiques dieux observant l'univers depuis l'extérieur, est d'une difficulté sans nom, même pour les spécialistes. Et vous, comme moi, qui sommes dans l'univers, allons dans les minutes qui viennent sentir la réalité se dérober sous nos pieds. Mais accrochez-vous un peu, ça vaut le détour. Je vous promets qu'après s'être foulé quelques neurones, on va finir par retrouver l'équilibre. Commençons par retenir ceci. Le fait que l'espace soit plat ne nous dit rien de la taille ou de la forme globale de l'univers. Une forme qu'il est impossible de dessiner sur le papier, car elle comprend plus de dimensions qu'il est possible d'en représenter. D'ailleurs, vous ne sauriez même pas par où commencer à dessiner, parce que l'univers n'est pas un objet dans l'espace. L'univers contient la totalité de l'espace lui-même, et sa forme topologique n'est pas simplement un contour, c'est une propriété fondamentale de la réalité. Ok. Là c'est moi qui me suis perdu. Pour tenter de toucher du doigt à quel point la topologie ajoute une bonne touche de complexité, imaginons que vous soyez réduit à la taille d'une bactérie et posé dans un cas à la surface d'un ballon et dans l'autre à la surface d'un beignet. Ainsi miniaturisé à l'extrême, et dans les 2 cas, la surface sur laquelle vous évoluez vous semble plate. Mais si vous avancez tout droit, au bout d'un moment, vous finirez par revenir exactement à votre point de départ, tout en ayant, de votre point de vue, avancé continuellement en ligne droite. Le fait de vous retrouver précisément là d'où vous êtes parti serait une preuve irréfutable que la surface sur laquelle vous êtes est en réalité très légèrement courbée. Mais cela ne vous permet pas de savoir
Si vous êtes à la surface d'une sphère ou d'un beignet, pour être capable de trancher, il vous faudrait pouvoir vous extirper de l'objet sur lequel vous êtes et l'observer en entier. Autrement dit, pour une bactérie, un ballon, un cylindre ou un beignet sont tous des espaces sans limite et sans frontières, qui sont à la fois de volume fini et sans bord, tout en étant localement plats. Autrement dit, toutes ces formes ont localement les mêmes particularités, mais leur topologie sont radicalement différentes. Et ce sont là les exemples les plus simples possibles. Lorsque l'on passe à l'échelle d'un univers en entier, les variétés de formes qui sont localement plates et cachent des géométries globales aussi complexes que surprenantes sont tout bonnement vertigineuses. En fait, si l'espace de l'univers total est très légèrement courbé, alors les topologies possibles sont en nombre littéralement infinies. Et vu qu'on n'a pas toute l'éternité devant nous, on va donc mettre ces cas de figure de côté et considérer que l'espace est parfaitement plat, comme semblent nous l'indiquer les mesures. Auquel cas, les formes globales de l'univers total se réduisent à seulement 18 possibilités. Certaines sont tordues, d'autres repliées sur elles-mêmes ou dotées de boucles inattendues, de connexions cachées, quand elles ne possèdent pas des faces déformées, mais connectées entre elles. 8 de ces topologies possèdent même une particularité très étrange. Elles sont non orientables. À l'image d'un ruban de Mobius en 3 dimensions, elles contiennent des chemins fermés qui, si vous les suivez suffisamment longtemps, vous ramèneront à votre point de départ, mais avec une orientation inversée. Dans un univers doté de ces étranges formes globales, en progressant toujours tout droit et plus rapidement que la vitesse à laquelle l'univers ne s'étend, vous finiriez par revenir à votre point de départ, mais avec une orientation miroir, inversée. C'est-à-dire que tous vos organes auraient changé de côté. Vos grains de beauté à droite seraient à gauche et ceux de gauche à droite, et votre planète d'origine vous apparaîtrait, telle la Terre, vue depuis un miroir. Tandis que ses habitants auraient de votre point de vue le cœur du mauvais côté. Bien qu'ils soient absolument fascinants sur le papier, ces univers non orientables entraînent tout un tas de conséquences qui n'ont jamais été observées. Et ces formes globales ont donc été écartées. Il ne nous reste alors que 10 topologies d'univers parfaitement finis et sans bord. 10 candidats de formes possibles pour l'univers. Je ne vais pas tous vous les détailler car chacune de ces formes possède ses propres bizarreries. Et surtout, la plupart sont si complexes à représenter qu'elles froissent et transforment en origami halluciné le cerveau des non-initiés comme moi qui tentent de s'en faire une représentation mentale. Gardez juste en tête que toutes les images qui s'affichent à l'écran sont avant tout là pour habiller le voyage et en évoquer la diversité, pour vous donner quelque chose de visuel auquel se raccrocher. Mais aucune ne correspond précisément à ce dont on est en train de parler. Pour vous faire éprouver les étranges conséquences particulièrement subtiles et légèrement vicieuses que peuvent avoir ces topologies, on va seulement s'attarder sur 2 de ces possibilités qui, vous allez le voir, vont déjà bien nous retourner le cerveau. En commençant par la forme qui est probablement la plus délicieuse et la plus populaire de toutes, à savoir l'univers en forme de beignet, aussi scientifiquement appelé univers toroïdal à espace multiconnecté. Dans un tel univers, l'espace est intrinsèquement plat, et vous pourriez progresser devant vous sans jamais rencontrer un bord. Car il faut bien garder en tête que le plan plus large de l'espace, et qui nous donne sur ces images à voir le beignet en 3D, n'existe pas. Le seul point de vue qu'il est possible d'avoir est celui d'un observateur situé à l'intérieur. Ainsi, et aussi bizarre que cela puisse paraître, si vous allez suffisamment loin dans n'importe quelle direction, vous finissez inévitablement par vous retrouver sur la face opposée, de l'autre côté du beignet. Un peu à la manière de ces jeux vidéo dont l'espace est fini, mais sans bord, et qui vous font réapparaître de l'autre côté de l'écran lorsque vous dépassez les limites du cadre. Alors, rassurez-vous, si votre cerveau vous hurle de refuser cette idée, c'est normal. Nous ne sommes pas câblés pour nous représenter facilement les particularités d'un espace toroïdal. D'ailleurs, dans l'espace tridimensionnel dans lequel nous vivons, il est impossible de construire un véritable tore sans déformer le matériau utilisé pour le fabriquer. Mais dans cette étrange topologie, c'est l'univers en entier qui est mappé à la surface du beignet,
ce qui fait qu'il n'a, de façon totalement contre-intuitive, ni courbure, ni bord. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'un univers doté d'une telle forme a des conséquences. Depuis l'intérieur d'un univers à la topologie de Beignet, le volume d'espace qui vous entoure n'est pas infini. Ainsi, si vous êtes dans un tel univers, et que celui-ci est suffisamment vieux pour que la lumière ait eu le temps d'en faire le tour, alors, en regardant tout autour de vous, vous devriez pouvoir voir de nombreuses images de la galaxie dans laquelle vous habitez. Car les rayons de lumière qui l'ont quitté ont ensuite suivi quantité de trajectoires différentes pendant des durées de temps colossales, jusqu'à revenir à leur point de départ. Autrement dit, dans un univers toroïdal suffisamment âgé, l'infinité n'est qu'apparente. C'est une illusion due à la répétition des images produites par un nombre limité de galaxies, dont les rayons de lumière épousent des trajectoires, dont les lignes droites sont en réalité des sortes de cercles déguisés, qui permettent à la lumière de retourner à sa source. Jusqu'ici, aucune signature de ces images répétées n'a été débusquée dans le ciel, ce qui laisse penser que la topologie de l'univers n'est pas celle d'un Beignet, à moins que celui-ci soit trop grand pour que la lumière ait eu le temps d'en effectuer un tour complet. Par contre, au début des années 2000, les chercheurs ont remarqué une anomalie, en étudiant le rayonnement fossile dans lequel ils se sont aperçus qu'il semble y avoir une quasi-absence de certaines grandes longueurs d'onde, de résonance. Comme si l'univers était en réalité plus petit que ce que nous pouvons observer, et donc incapable de contenir certaines vibrations, à l'image d'une corde de guitare qui ne peut produire de son plus grave que ne le permet sa longueur et son diamètre. Et pour expliquer cette étrangeté, Jean-Pierre Luminet et ses collègues ont proposé que l'univers ait une forme chiffonnée, ou si vous préférez, une topologie de dodécaèdre de points carrés. Une forme étrange constituée de 12 faces pentagonales, à l'image de certains dés fréquemment utilisés dans les jeux de rôle. À ceci près que les faces de cette topologie chiffonnée ont l'étrange propriété d'être connectées. Et si vous étiez en mesure d'en atteindre une, vous ressortiriez instantanément par la face opposée, après avoir accompli un semblant de rotation. Cela peut vous sembler totalement farfelu, mais sur le papier chiffonné, cette sorte de galerie des glaces d'images provenant de plusieurs directions est parfaitement plausible, et son existence impliquerait que le volume réel de l'univers total soit 120 fois plus petit que celui de l'univers observable. Car l'immense variété des structures galactiques que l'on observe dans toutes les directions pourrait n'être que les images démultipliées d'un nombre réduit d'entre elles, dont la lumière, après avoir traversé les faces de cet étrange univers, nous les donnerait à voir sous des angles et à des périodes différentes de leur histoire. C'est en tout cas une hypothèse, une topologie possible parmi tant d'autres, qui toutes possèdent leurs propres conséquences. Alors les chercheurs continuent de scruter minutieusement le rayonnement fossile et la répartition des galaxies dans l'espace, pour tenter d'y déceler des mirages, des répétitions d'images d'un même objet vu plusieurs fois et dans des directions différentes, et dont la découverte pourrait trahir l'existence d'une topologie étonnante. Mais jusqu'ici, rien de suffisamment concluant pour trancher n'a encore été trouvé. Ce qui ne signifie pas que notre univers n'a pas une forme multiconnexe étrange. Peut-être que les répétitions d'images sont noyées dans le bruit cosmique, ou qu'elles se situent au-delà de notre horizon observable, dans une portion d'univers que nous ne pourrons jamais voir. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, on est même coincé dedans. Ce qui n'empêche pas de s'émerveiller du fait que quelque part, dans cet immense et étrange univers, une espèce contrainte d'étudier le ciel depuis sa petite planète a réussi à mettre au point des instruments et des équations permettant d'en étudier les formes potentielles incroyables. Admettez que l'on ne s'en sort pas si mal pour des poissons enfermés dans un bocal. J'espère en tout cas que cette plongée dans l'énigme de la forme de l'univers aura un peu modifié celle de votre cerveau, ce qui en soi justifierait déjà le voyage.
Et si il s'avère que nous découvrons un jour que nous vivons en réalité dans un gigantesque beignet, je ne manquerai pas de vous tenir au parfum en espérant qu'il soit à la cannelle.